Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être fidèle à nos programmes. Bienvenue dans votre journal sur ITV. Dans l'actualité de ce vendredi, de nouvelles révélations dans le scandale sanitaire à Kédougou. Le procureur de la région révèle que Mamidoura Diallo et son bébé sont morts par négligence et manquement aux règles élémentaires de la médecine. Deux chefs d'inculpation à retenir, homicide volontaire et homicide involontaire. Et les syndicats de la santé ont dénoncé l'arrestation des collègues incriminés dans cette affaire. Chersek va revenir sur ce que l'on pourrait appeler une solidarité de corps. Évaluation du plan Orsec près d'un mois après son lancement sur 194 sites répertoriés. 73 ont été sortis des inondations. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, va aussi revenir dans cette édition sur le dispositif d'alerte mis en place. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi ce changement à la tête du Conseil constitutionnel. Mamadou Badio Camara devient le nouveau président. Le magistrat remplace Pape Omar Sakho dont le mandat s'est achevé. Le procureur de Kédougou est donc revenu aujourd'hui sur les circonstances du décès de Mamidoura Diallo et de son bébé qui nous a tous émus. Ils ont été victimes d'une forte négligence médicale ainsi qu'un manquement manifeste aux règles élémentaires de la médecine, pour reprendre les termes du procureur de Kédougou. Les agents incriminés dans cette affaire sont donc poursuivis pour homicide volontaire pour le bébé et homicide involontaire pour la maman. Les explications de Cheikh Hassan Afal. Avant le jour des faits, la femme Dora Diallo s'était rendue à 2 reprises au centre de santé pour des visites prénatales. Mais elle n'était pas encore à terme, selon la sage-femme qui lui a conseillé de revenir le lendemain. Des conseils suivis par la dame qui est revenue avec son mari. Après consultation, un affleurement de la tête du bébé a été constaté. Informé, le gynécologue a tenté de faire accoucher la femme par voie basse, selon le procureur de Kédougou. La tête du bébé est sortie, mais les épaules sont restées bloquées malgré l'insistance de l'époux qui militait pour une césarienne compte tenu de ses antécédents. La patiente avait accouché par voie césarienne lors de sa dernière grossesse dans ce même district. Avec les difficultés rencontrées suite à la tentative du gynécologue de faire accoucher la femme par voie basse, il a été décidé finalement de procéder à une intervention chirurgicale. Selon toujours le communiqué du procureur de Kédougou, le gynécologue et l'anesthésiste ont décidé de procéder à une hystérectomie, c'est-à-dire une ablation totale de l'utérus sans l'aval du mari. La dame va finir par avoir une rupture utérine qui a conduit à son décès. Le rapport du médecin-chef du district sanitaire parle d'une hémorragie externe et d'un arrêt cardiaque. Après analyse des faits, le procureur a constaté une forte négligence médicale ainsi qu'un manquement manifeste aux règles élémentaires de la médecine. Avec son poids de plus de 100 kg, la femme qui était diabétique ne pouvait nullement supporter un accouchement par voie basse. Mieux, le fœtus pesait 4 kg 770 g et donc ne pouvait sortir par la voie basse. Les personnes incriminées sont donc poursuivies pour homicide volontaire pour le bébé, involontaire pour la maman et complicité de ce chef. Des faits prévus et punis par les dispositions des articles 85-3, 46, 280 et 287 du Code pénal. Cheikh Hassan Afaki a donc parcouru le communiqué du procureur de la région de Kédougou. Et face à ce drame dans les hôpitaux, les médecins et chirurgiens dentistes ont décrété une cessation de toute activité dans les régions médicales de Kédougou et Tambacounda. Loin de justifier cette grève, le secrétaire général du cadre unitaire des syndicats de la santé estime qu'elle peut se comprendre. Chersek nous éclaire sur son point de vue. On l'écoute. C'est normal que quand des gens se sentent menacés sur une chose ou une autre, c'est normal qu'ils réagissent. Parce qu'on a constaté depuis Belvirette que quand il y a une situation pareille et que la clameur populaire est faite, immédiatement les gens sont amenés en prison. Et je pense que ça ne doit pas être la règle. Parce qu'aujourd'hui, quand vous amenez ces gens à la prison, vous privez à la population le droit le plus fondamental, le droit à la santé. Parce que si vous avez un seul gynécologue dans un centre de santé et que cette personne a fait déjà 300 interventions chirurgicales, donc aujourd'hui, si hier ou aujourd'hui il y a des cas de dystocie qui nécessitent une césarienne, qui va faire ce travail-là? Donc qui est le premier à priver à la population ce droit à la santé?
c'est l'État. Si je parle de l'État, c'est l'exécutif, parce que c'est l'exécutif qui est le patron du ministère de la Justice. Et ce dernier est le patron du procureur et qui inculpe. C'est pas le juge, c'est le procureur. Et c'est le procureur qui a décidé de mettre, même si c'est dans le cadre préventif, nos collègues. Donc c'est eux-mêmes qui privent à la population ce droit à la santé. Donc le premier responsable, avant que ces gens-là n'aillent en grève ou décrètent un mot d'ordre, c'est les autorités d'abord. On peut suivre des personnes sans pour autant les mettre en prison. Maintenant, si leur culpabilité est établie, on peut les juger et le juge, en tout cas le juré, décidera de la condamnation ou non de ces mêmes personnes. Le 5 août dernier, le plan Orsec a été déclenché pour lutter contre les fortes inondations. 194 sites inondés ont été identifiés et selon le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, 73 sont pour le moment libérés des eaux. Amadou Barry a assisté aujourd'hui à la conférence de presse du gouvernement. Déclenché le 5 août dernier suite aux fortes précipitations qui se sont abattues sur Dakar, l'organisation de secours Orsec a permis de mutualiser les efforts du gouvernement pour lutter plus efficacement contre les inondations, selon le ministre de l'Intérieur. En compagnie de son homologue à la tête du ministère de l'Eau et de l'Assainissement, Antoine Félix Diome tire un bilan satisfaisant de l'action du gouvernement en un mois. Depuis le début des opérations, les sapeurs-pompiers sont intervenus sur 194 sites, dont les 73 sont effectivement libérés à ce jour et les 121 en cours de traitement. L'ONAS, de son côté, a pompé un volume total de 447 734 m3 d'eau par le biais de ses 75 stations de pompage d'eau pluviale. D'un autre côté, 4 572 sites ont été désinfectés et désinsectisés par le service national d'hygiène. Afin d'anticiper tout danger lié aux pluies et dans un esprit de prévention, durant cet hivernage particulièrement pluvieux, une innovation majeure a été opérée cette année, a salué le ministre de l'Intérieur. Il s'agit tout d'abord, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, du bulletin météorologique journalier que la communication du plan Orsec met à disposition de nos concitoyens dans un langage accessible au grand public et avec des conseils pratiques sur la conduite à tenir relativement à l'occurrence des pluies et à leur intensité. Des alertes sont aussi partagées en cas de pluie intense afin de donner des informations utiles aux automobilistes pour qu'ils puissent éviter les désagréments liés aux longues files d'attente dans les embouteillages à cause de la présence de l'eau sur la chaussée. Il s'agit aussi des communiqués quotidiens qui sont partagés à large échelle depuis quelques jours pour informer nos concitoyens sur la mise en œuvre du plan Orsec. Faisant le bilan du plan décennal de lutte contre le fléau, Serigne Mbaye Thiam s'est félicité de nombreuses réalisations qui ont permis de sortir plusieurs zones des eaux, avant de préciser que les travaux d'assainissement sont en cours dans des localités encore touchées par les inondations. Nous allons donc à Keur Massar poursuivre les travaux du projet 2. Parce que les travaux de l'année dernière n'ont concerné qu'une partie de Keur Massar. Notamment, c'est le bassin qui verse vers la forêt de Mbao. Et il y a le bassin versant qui va vers Mbebes. Ces travaux, qui sont d'un montant de 11 milliards, ont démarré. Et pour le moment, nous avons des mesures conservatoires. C'est ça qui fait que dans certains quartiers de Keur Massar, qui ne sont pas touchés, qui n'ont pas été touchés par les travaux de l'année dernière, on a des difficultés, mais qui seront résorbées dans le cadre de ce projet qui est en cours. Au nom de l'État, les deux ministres se sont dit sensibles à la situation des sinistrés et a tenu à rassurer que tout est mis en œuvre pour libérer les maisons et quartiers encore sous les eaux. Et je rappelle que ces fortes pluies sont à l'origine de la crue au niveau des fleuves Sénégal et Gambie. La situation est suivie de très près pour justement prévenir d'autres débordements. Et je vous propose d'écouter le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, rassure les populations des environs. Donc, ce que je peux dire pour rassurer tout le monde, c'est que le niveau du plan d'eau sur le fleuve Gambie est stable et les cotes d'alerte ne sont pas atteintes au niveau des stations hydrométriques.
l'onde de crue que nous avons eue ces derniers jours sur Kédougou s'est estompée. En ce qui concerne le fleuve Sénégal, l'onde de crue qu'on avait à Matam s'est déplacée ces dernières 48 heures vers Podor, Dagana et en allant vers Richardson. Durant les dernières 48 heures sur le fleuve Sénégal, une hausse timide du niveau du plan d'eau a été observée au droit des stations hydrométriques, de toutes les stations hydrométriques à l'exception de Matam et de Saint-Louis, qui ont enregistré une baisse relative du plan d'eau. Les cotes d'alerte ne sont pas atteintes au niveau de toutes les stations hydrométriques de la vallée, mais une attention particulière est portée depuis hier à la station de Podor, au niveau de toutes les stations hydrométriques de la vallée, mais une attention particulière est portée depuis hier à la station de Podor, qui est à 48 cm de la cote d'alerte. La cote d'alerte à Podor est de 500 cm. Et l'autre titre de ce vendredi, Mamadou Badjo Camara est le nouveau président du Conseil constitutionnel. Le magistrat a été nommé à ce poste par décret présidentiel. Plus de 40 ans d'expérience au compteur et Seynabou Babou retrace son parcours. Avant d'atterrir au Conseil constitutionnel, Mamadou Badjo Camara était le premier président de la Cour suprême. Après sa retraite, il a été remplacé en 2021 par Cheikh Tidiane Koulibaly. Auparavant, le tout nouveau président du Conseil constitutionnel a été substitut du procureur, premier substitut au parquet de Dakar, procureur de la République à Kaolack, puis à Ziguinchor. Ce n'était que le début d'une carrière fournie. De la Cour d'appel de Dakar, il rejoint les hautes juridictions, déjà avec la Cour de cassation et la Cour suprême où il devient procureur général, puis premier président en avril 2015. Mamadou Badjo Camara est aussi un ancien expert des Nations Unies, membre de la commission d'enquête sur la situation des prisonniers politiques au Burundi, ancien expert de l'OIF, Projet Justice, Haïti, ancien vice-président du Comité des Nations Unies contre les disparitions forcées, vice-président de l'Association des hautes juridictions de cassation des pays ayant en partage l'usage du français. Ironie de l'histoire, il avait remplacé Pape Oumar Sarro à la Cour suprême et il a été nommé par le président de la République pour encore lui succéder à la tête du Conseil depuis ce 1er septembre 2022. Le président du Conseil est un personnage clivant qui n'a pas froid aux yeux quand il s'agit de monter au créneau pour défendre ses positions et actes. Est-il donc un juge qui jouit d'un parcours professionnel impressionnant, entamé à sa sortie de la section magistrature de l'ENAM en 1997, entre les fonctions dans les tribunaux de grande instance, les missions à l'international et les positions occupées dans la haute hiérarchie de la justice sénégalaise? Mamadou Badjo Camara aura donc la lourde tâche de trancher le débat sur le troisième mandat. L'ancien premier président de la Cour suprême va tout simplement dire le droit, selon le major Alun Kandji. Le juriste invite les acteurs politiques à la sérénité. Il était l'invité de Malick Cissé dans Keno Askan Wi de cet après-midi sur ITV. On s'attendait à ce que Badjo Camara soit nommé. C'est la chose la plus logique, la chose la plus opportune et la chose la plus objective. Parce que anciennement président de la Cour suprême du Sénégal, il y a autre personne plus indiquée qu'elle. Donc Badjo Camara est un magistrat émérite qui a de l'expérience, qui a pu gérer autant de dossiers, qui connaît les réalités du pays et qui a un background qui lui permet quand même de prendre des décisions opportunes et objectives et impartiales. C'est ce qu'on cherche pour un magistrat. Nous avons la chance au Sénégal d'avoir des magistrats émérites. Nous avons un vivier de magistrats qui sont très compétents sur le plan moral, sur le plan professionnel et sur le plan technique. En conséquence, nous encourageons Badjo Camara et nous félicitons le ministre de la Justice qui l'a choisi. Parce que tel que soit X, le ministre de la Justice pouvait nommer quelqu'un, proposer quelqu'un d'autre au président qui le nomme. Là-bas, c'est dire de droit. Je vous ai dit tantôt que le droit, il y a deux phénomènes et deux notions de lecture du droit. Il y a ce qu'on appelle l'esprit et la lettre. Eux, ils diront que le droit. Badjo Camara ne dira que le droit. Et ce qu'il dira sera confirmé par tout ce qui est juriste sur le plan national comme international. Nous sommes en droit constitutionnel. Tout est lu, tout est compris, tout est interprété. Et pour le faire, même, il y a l'exposé des motifs que tu dois faire quand tu prends une décision de haute taille. Donc notre démarche étant subjective et le comportement des Sénégalais, c'est un comportement d'intérêt
chacun tire de son côté, c'est normal, parce que nous sommes en démocratie. Et la démocratie a réveillé en nous, Africains, une hypocrisie qui ne dit plus son nom. Mais chacun tire. Il n'y a plus de logique, il n'y a plus de vérité. C'est un magistrat de haute facture. Et Badio Camara est une personne adulte qui croit en Dieu, un excellent musulman, qui doit répondre devant Dieu et devant les hommes. Donc il sait ce qu'il fait. Tout autre chose à présent, puisque c'est la revendication du moment, les travailleurs de l'enseignement supérieur réclament à leur tour une augmentation de salaire et dénoncent son manque d'égard vis-à-vis des agents des centres des œuvres universitaires du pays. François Babacar Touré est le secrétaire général de ce syndicat. On l'écoute. Nous avons noté et enregistré des augmentations au sein de l'éducation, dans la santé, comme dans les agents des administrations, consentis par son Excellence le Président Macky Sall, qui a eu à faire des augmentations historiques pour les travailleurs du public. Malgré les interpellations au niveau des autorités de base, les recteurs et directeurs des centres des œuvres, des interpellations au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, aucune réponse. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter aujourd'hui, c'est que le président de la République prenne la décision d'augmenter les salaires de façon considérable et qu'on veuille en priver les parties des universités et centres des œuvres. Nous ne l'accepterons pas. Déjà, nous avons prévu de déposer un préavis de grève dès lundi matin dans l'ensemble des campus universitaires du Sénégal. Nous avons prévu aussi de faire des démarches et, s'il le faut, bloquer toutes les universités et centres des œuvres parce qu'il est maintenant temps qu'on se fasse respecter. Et dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Élevage va lancer le premier recensement national de l'élevage au Sénégal. Toutes les espèces animales sont concernées et cette première opération devrait permettre de cartographier les différents acteurs de l'élevage, d'identifier les spécificités ou plutôt les spécificités au secteur et de réorganiser le processus de production. Et la première étape de ce recensement a démarré à Ziguinchor, où nous retrouvons Hassan Ba. Ce recensement national de l'élevage, c'est une première du genre au Sénégal. Cette opération vise à obtenir des données structurelles pour bâtir des politiques dans le moyen et long terme et de résoudre les problématiques phares auxquelles sont confrontés les différents acteurs du secteur de l'élevage. Donc cette opération est prévue sur une période allant de mi-juillet 2022 à décembre 2023 en deux phases. Une phase qui va vraiment s'articuler, être axée exclusivement sur les données structurelles. Et une seconde phase qui va aborder des enquêtes thématiques sur des problématiques phares qui sont phares en tout cas pour les acteurs de l'élevage. Toutes les espèces qui sont élevées au Sénégal sont visées par ce recensement et toutes les zones rurales et urbaines sont concernées. Donc nous savons qu'au Sénégal, et notamment dans la région de Ziguinchor, il y a des élevages dits sédentaires. Donc les animaux ne se déplacent pas. Il y a des élevages où les animaux partent en divagation mais reviennent dans la journée ou partent pour une certaine période et reviennent. Il y a des élevages transhumants dans lesquels c'est le ménage et les animaux qui se déplacent. Donc tous ces types d'élevages-là seront appréhendés à travers ce recensement. Pour le bon déroulement de ce recensement, les autorités invitent la population à bien accueillir les agents recenseurs qui seront déployés partout dans la région. Compte tenu de toutes ces importances de ce recensement, nous invitons les acteurs locaux à mieux sensibiliser les populations, les ménages qui doivent accueillir les agents recenseurs pour un bon déroulement de ce grand programme de l'État du Sénégal.
Ce recensement va permettre aux autorités de mieux définir les politiques publiques en matière d'élevage et de mieux mettre en œuvre les projets et programmes dans ce secteur. Ces connaissances vont aussi permettre de prendre en charge les questions liées au vol de bétail et de la santé animale. Et la fenêtre s'ouvre sur le Gabon ce soir. La semaine sur le climat est pris fin ce vendredi à Libreville. L'événement a rassemblé plus de 2300 participants. Les grandes résolutions de cette rencontre avec Aziz Adewale Chandi. Bonsoir à vous et à tous les téléspectateurs d'ITV. La semaine sur le climat qui a été lancée il y a quelques jours par le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba, en présence de nombreuses personnalités des Nations Unies et d'organisations de la société civile, a pris fin ce vendredi. Plus de 2300 participants venus du monde entier sont arrivés à Libreville préparer la COP qui va se dérouler au mois de novembre à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et les participants espèrent que ce rendez-vous de Libreville ne sera pas un de plus et que l'engagement pris par les États à Copenhague et à Paris en France va être pris. Il s'agit de mettre à disposition des fonds pour bien entendu aider à lutter contre le réchauffement climatique en de nombreux pays. Plusieurs questions ont été débattues dans de nombreux ateliers. Il y a eu des problèmes de raréfaction d'eau, notamment au Sahel. Il y a le Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation qui a présenté son projet qui vise environ 1 million de personnes, un projet qui a eu l'assentiment des participants du Niger qui eux aussi sont confrontés à ces problèmes d'eau. Alors il y a d'autres aspects qui ont été évoqués et bien entendu qui avaient déjà été sur la table des experts dans les précédents rendez-vous et qui ont été répétés. La position des pays africains et des participants à ce rendez-vous de Libreville est connue. Il va falloir désormais la défendre au sommet de Sharm el-Sheikh en Égypte et espérer que les espoirs ne seront pas une nouvelle fois déçus. Le Gabon, il faut le rappeler, est un pays important dans la lutte contre le réchauffement climatique. Le Gabon, pays d'Afrique centrale, a une forêt qui fait partie du bassin du Congo, considéré aujourd'hui par les experts comme le poumon de l'humanité. Et voilà, c'était l'essentiel de l'actualité de ce vendredi. Merci beaucoup d'avoir suivi ce journal. Merci à l'ensemble des équipes en régie et bonne suite des programmes sur ITV. À demain pour un autre 19h45.